c'est l'ARP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui a souhaité évidemment cette rencontre, et Maurice connaît évidemment très bien, pour les raisons que je vais expliquer, très bien l'autorégulation. Christine Albanel a aussi écrit des ouvrages, mais c'est évidemment pour toutes ces longues années, après avoir été aussi ministre de la Culture et de la Communication, et c'est à ce titre-là que Christine Albanel a eu un premier contact vraiment très fort avec l'autorégulation, puisque c'est Christine Albanel qui a prononcé le discours lors du changement d'appellation il y a 15 ans, en 2008, de BVP en ARPP. Donc cette refondation de l'autorégulation, Christine Albanel, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, a pu l'accompagner. Et puis, Maurice, évidemment, là, vous êtes évidemment chez vous. Vous êtes depuis quelques jours le président d'honneur de Publicis Group, après 5 décennies, évidemment, de transformation totale du groupe. Je disais apporter depuis le début des quantités de messages. C'est même pas en Molière, quand il écrit le Tartuffe et qu'il est interdit pour le Tartuffe, c'est parce qu'il dénonce l'hypocrisie de la cour et la fausse dévotion, etc. C'est déjà un message politique. Et puis, bien sûr, tous les grands écrivains, etc. Et Picasso, par exemple, quand il fait Guernica, il dénonce les erreurs du franquisme. Ici, on est à Cannes, où le festival, je prends juste l'exemple de l'Iran, c'est les plus grands cris actuellement contre les régimes des mollahs en Iran, c'est le cinéma qui s'est donné, c'est Abbas Kiarostami, c'est Marjane Satrapi, c'est Tariq, par exemple, Haïmi, il y a quelques années, avec Senghé Sabour, Terre de Patience. Et d'ailleurs, et Mohamed Rassoutov, qui a reçu cette année le prix spécial, avec Graines du figuier sauvage, mais aussi pour toute son œuvre. Ça, c'est donc un cinéma politique. Et puis après, il y a les messages, évidemment, de la remise en cause de toutes les formes, de toutes les normes. Imaginons dans ce 19e hyper coincé ce qu'a été le déjeuner sur l'herbe de Manet. Souvenons-nous de l'origine du monde, par exemple, de Courbet. Des chocs invraisemblables. Puis tout le surréalisme. A ouvert, en effet, toutes ces voies de remise en cause, et qui vont très loin. Aujourd'hui, si je prends le street art, par exemple, ou quelqu'un comme Bansky, qui montre qui sort de tous les cadres habituels et qui va jusqu'à faire exploser une œuvre en pleine vente de son propre tableau représentant A Girl with Balloon, il dénonce quelque chose de très fort. Après, il ne faut pas se contenter de délivrer des messages. C'était Léo Ferré qui disait mais moi je délivre pas de messages, il y a des facteurs pour ça. Et c'était donc et puis que le message ne soit pas, je dirais, une espèce d'autodestruction. Par exemple, aller jusque. Moi, c'est vrai que je m'interrogeais sur Mauricio Catalan, par exemple, l'histoire de la banane scotchée, voyez, sur le mur. Des choses qui vont tellement loin que le sens même des œuvres se trouve un peu remis en cause. Moi, c'est ce que je dirais. Voilà, il faut du talent, de toute façon. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux dire que d'abord tout est message et que j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il n'y a pas un message conscient ou inconscient qui est contenu dans toute œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, philosophique, cinématographique, toute forme d'art. Je veux dire il y a l'expression des émotions de l'auteur, de ses pensées profondes, de ses provocations, mais également son cri par rapport à la société ou par rapport à un événement. Alors, vous avez cité Picasso, je ne peux pas résister à raconter l'anecdote que tout le monde doit connaître. C'est au musée du Prado, il y a Guernica qui est exposé, et puis il y a un des grands du franquisme qui est là et qui lui dit c'est vous qui avez fait cette œuvre? Il dit non, c'est vous. Et c'est bien cela, c'est l'expression de la dénonciation, de la volonté de s'exprimer, de
tout simplement dire ce que l'artiste ressent avec les moyens qui sont les siens, quels qu'ils soient. Et même dans la chanson, il y a des messages, et y compris dans la variété, et ne parlons pas du rap. Le rap n'est que message. Le rap ne contient que des messages. On aime ou on n'aime pas. Et c'est vrai qu'au début de Nique ta mère, NTM, c'était pas des messages qu'on aimait entendre, mais ça disait bien ce que les gens ressentaient, et il aurait peut-être fallu les écouter à ce moment-là. Donc, je vois mal un artiste qui ferait de la décoration sans qu'il y ait quelque chose. Dans ce cas, il s'appelle artiste décorateur, peintre en bâtiment ou quelque chose de ce genre. C'est d'abord l'expression de la liberté, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte pour s'exprimer. Oui. C'est pas seulement un rempart, c'est l'expression de la liberté. Oui. C'est-à-dire, ils n'ont aucune contrainte, mais aujourd'hui, les tabous ont changé, les contraintes ont évolué, il y a de nouveaux... On sait bien qu'il y a tout un ensemble de sujets qui sont difficiles. Et la force de l'artiste, c'est il y a un regard et une liberté plus grande qui lui est donnée. Si je compare, par exemple, un publicitaire, je veux dire, c'est pas du tout le même. Mais il y a quand même une forme de liberté parce qu'il a déjà son propre univers et à l'intérieur de cet univers, il peut dire évidemment beaucoup. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si la publicité fait appel à des artistes pour aussi forcer les portes et pour pouvoir imposer. Si vous, je sais pas, vous prenez Wes Anderson, par exemple, le cinéaste, mettons. Vous avez immédiatement un univers qui permet de dire toute une série de choses. Et voilà, je crois qu'ils font profiter, et il faut que les artistes eux-mêmes, évidemment, et les cultureux en général d'ailleurs, s'autorisent cette liberté. Ce qui n'est pas évident, c'est aussi un risque. Mais je crois que plus les contraintes sont fortes et plus la doxa est puissante, plus l'art doit être libre et un peu insolent, bien sûr. Oui, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une pression de la société qui fait qu'il y a des sujets qui ne peuvent plus être abordés aussi librement qu'ils le furent il y a ne serait-ce que 15-20 ans. Et que ce soit question de couleur de peau, quel que soit le sujet, de genre. L'environnement. Oui, quel que soit le sujet, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'érige en juge, et y compris les artistes peuvent être, entre guillemets, jugés et cloués au pilori de ceux qui pensent qu'ils sont les détenteurs de la conscience collective et du bon goût collectif. Oui. Et là, on a perdu du terrain par rapport à ce que fut une époque où il y avait toutes les libertés possibles d'expression. On pouvait critiquer, mais l'artiste pouvait en même temps s'exprimer comme il l'entendait. Oui. À ce titre, j'ai trouvé que c'était intéressante la tribune d'Ariane Mouchkine, hier, s'adressant aux artistes et en disant la situation politique en France, elle est ce qu'elle est. Mais bon, on défile, on sait, les artistes, etc., les créateurs s'expriment. Mais interrogez-vous aussi sur la question de savoir si les gens votent, vous trouvez qu'ils votent mal, mais est-ce que vous n'avez pas abandonné le peuple, justement, pour vous intéresser uniquement... Enfin, c'était ça, sa tribune, hein, vraiment. C'est assez... 85 ans, Ariane Mouchkine, quand même, c'est une vraie interpellation. Il faut du courage, quand même si, bon, elle n'a plus rien à prouver et à gagner. Mais comme elle l'a fait, là, s'adresser à tout le monde après ces événements récents du vote, aujourd'hui. Voilà. Oui, je crois. Enfin, pas seulement les musées, tous les lieux de culture. Par le seul fait, de toute façon, les musées, déjà, par le seul fait de la diversité de ce qu'ils montrent, et c'est déjà en soi un hymne à la liberté,
rien que par, au fond, tout ce dialogue de fait entre les œuvres. Mais tout est espace de liberté. Je sais pas, si je prends la danse, mettons, il faut imaginer par rapport à toutes les formations pendant des siècles de danseurs classiques, ce qu'ont pu être les chorégraphies je sais pas, de Caroline Carlson, de Pina Bausch, d'Anna Teresa de Kirchmacher. Ce sont des chocs d'Angeline Prel-Cojage, j'arrive jamais à le dire, qui est à Aix-en-Provence. Bon, ce sont des chocs, ce sont des espaces de liberté vraiment extraordinaires, oui, vraiment. Alors, ouais. Moi j'ai une hésitation là-dessus, parce que, bon, d'une part c'est vrai que les musées contiennent des œuvres beaucoup exceptionnelles et qui sont l'expression d'un talent d'une époque, d'un talent d'un grand, et qui ont pour l'essentiel vocation à durer. C'est contesté quand on voit qu'il y a des écologistes, etc., qui protestent en projetant des pots de peinture ou des choses de ce genre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans les musées que s'exprime la liberté. J'ai l'impression que le musée, malheureusement, c'est plutôt la conservation de la liberté. La conservation de la liberté d'une époque où les gens s'exprimaient d'une certaine façon, mais que la véritable expression de la liberté reste dans l'art contemporain et dans l'art du jour. Et que c'est là où il peut y avoir une provocation, un jet, une expression, un mouvement, quel que soit l'art dans lequel il s'exprime, mais quelque chose qui vient bousculer un peu l'ordre établi. Je pense qu'il n'y a de liberté qu'à la condition qu'on franchisse un certain nombre de règles. S'il s'agit d'imiter Mondrian ou d'essayer de s'inviter dans le monde de Magritte, bon, c'est sympathique, mais ça n'apporte pas grand-chose. Quand Magritte l'a fait à un moment donné, c'était un choc, c'était quelque chose. J'étais déjà là d'ailleurs, un peu comme j'étais là à la création du BVP, pour ceux qui en doutaient. Je trouve que l'art doit être permissif. Et doit autoriser, les gens devraient la boucler un peu en face de l'art. Ils peuvent exprimer j'aime ou je n'aime pas, ça c'est comme pour la pub, je déteste cette image, je comprends pas, etc. Pourquoi pas? Mais en ce qui concerne l'expression de l'auteur, il faut qu'il ait la liberté de s'exprimer dans toutes ses dimensions. Et on peut rejeter, mais on ne doit pas condamner. Condamner certainement pas. Simplement, moi je suis d'accord bien sûr sur l'art contemporain. Parfois, simplement, on a l'impression qu'on va jusqu'à la négation même et jusqu'à quelque chose qui, en fait, de fait, ne parle pas. En réalité, on se demande jusqu'où la provocation n'est pas là, jusqu'à l'ultime. Bon, c'est un peu pareil, pour moi, pour la non-danse. Dans les chorégraphies, il y a des compagnies de non-danse qui ne non-dansent pas, si vous voulez. C'est moi qui ont manifesté contre moi quand j'étais ministre de la Culture par une immobilité totale autour de moi. Vous voyez l'angoisse que ça peut représenter. Mais c'est une espèce de négation comme ça. Il y a un peu parfois des impasses. Mais il y a même... Mais il faut les explorer pour savoir que c'est des impasses. Et il y a même ceux qui se mutilent ou se transforment en pensant que ils font œuvre d'art. Un exemple, Orlan, quand elle se fait mettre... Des morceaux sous sa peau, toutes sortes de choses par la chirurgie. Du silicone, oui. Voilà, silicone, etc. Ouais. Bon... Alors on peut toujours en discuter, mais c'est peut-être une limite, mais ça veut dire que ça va jusque-là.
Je pense vraiment, évidemment, ça Est-ce paraît... que ça fonctionne parfaitement? Ça paraît impossible. Moi, je trouve... Parfaitement, comme disait Gaston moi, je trouve, Lagaffe. Oui, moi je trouve que ça fonctionne très bien sur le consentement en fait de toutes les professions concernées. Bon, parce que on est dans un univers où il s'agit effectivement de vendre, souvent sur une temporalité courte par rapport à des œuvres d'art, et où tout le monde est consentant. Enfin, il y a il y a les lois, et puis il y a cette reconnaissance d'une autorégulation. Dans l'art ou la culture, il faudrait que, je sais pas, ou alors c'est l'Union des écrivains, l'Union soviétique d'autrefois, c'est-à-dire vous êtes obligé d'y être de toute façon, et si vous n'êtes pas exactement dans la ligne, vous êtes au goulag. Et voilà, ça serait un peu ça. Donc moi, ça me paraît tout à fait impensable. Mais voilà, je pense. Alors, je crois que ça fonctionne très bien, et je crois que il y a peut-être eu des moments, il y a très longtemps, où il y avait un frottement, et les publicitaires avaient l'impression qu'on était en train de limer leurs possibilités d'expression. Finalement, ce qui est intéressant avec l'autorégulation, c'est que, comme il s'agit d'un objet commercial, et il ne faut jamais oublier cela, la publicité, ce n'est pas de l'art. La publicité, alors ça, il ne faut pas trop le dire, mais pille l'art. Et c'est vrai que, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, on est complètement inspiré, et les créatifs sont très inspirés par tout l'art qu'ils ont consommé dans leur vie, et à un moment donné, ils le restituent un peu à leur façon, en l'ayant retravaillé. Mais en dehors de cette dimension, la publicité, c'est un objet commercial. Et en plus, de grande diffusion. Et on est amené à s'exprimer dans des grands moments publics, familiaux ou avec des enfants, et il y a des règles à respecter. Je pense que c'est le propre d'une profession que de s'entendre sur ces règles à respecter et de les respecter. Alors quand la société dit il ne faut pas rouler trop vite, eh bien on réduit la vitesse des voitures que l'on met en scène, etc., etc. On dit il ne faut pas utiliser les enfants, on n'utilise pas les enfants. Donc ce système d'autorégulation, c'est pour un système commercial. Pour l'art, je pense que déjà l'autocensure individuelle est en soi un poids énorme, et on ne doit pas rajouter à cela une espèce de comité de la bienséance et du bon goût qui déciderait de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Ce serait la négation de l'art qui reste un acte individuel, des fois d'un petit groupe, mais le plus souvent d'un individu qui exprime ses émotions, et il doit pouvoir le faire comme il le ressent. J'ai commencé. Bon, oui, on pille. Alors on pille, je le dis, parce que quand des créatifs font une œuvre pour une marque quelconque, ils ont été nourris d'un certain nombre de choses, un certain nombre d'images, de films, de stories, etc. Et donc ils racontent une histoire en fonction de ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Et de ce fait, il y a une forme de, je dis piller pour être un peu provocateur, parce qu'à cette heure-là, je me sens que vous vous assoupissez les uns et les autres, donc je me suis dit, bon, je vais dire piller, peut-être que ça va faire un sursaut. Non, ça ne fait pas de sursaut. Mais c'est une réalité. Je veux dire qu'il y a combien de films publicitaires ou d'images publicitaires qui sont inspirées des grands films ou qui sont inspirées d'œuvres de créateurs, et je crois qu'il faut le reconnaître. Ce n'est pas un vol manifeste. Même les musiques. Il y a des compositeurs qui composent des musiques pour la pub,
ben, ils sont nourris, ça rappelle des ritournelles, ça rappelle quelques musiques célèbres, et c'est tout simplement parce que ça fait partie de leur propre humus. Ils ont été nourris à cela et ils le restituent de manière créative et de manière personnelle. Mais on ne peut pas dire que... Pour qu'il n'y ait pas de pillage, il faudrait que seuls les nourrissons créent. Et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, ils créent. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pris à personne. Mais combien de fois, y compris parmi les très grands artistes, quand vous regardez une rétrospective sur Picasso, vous commencez par voir du Velázquez ou du Goya, et puis on voit bien que c'est effectivement comme ça que ça a commencé. Et puis, si vous allez chez Léger, vous avez là aussi toute une inspiration sur tout ce qu'il a pu connaître dans le monde du travail. Et on peut y aller et de plus en plus, et on va trouver des inspirations. Alors, je vais faire une toute petite page de pub, toute petite, hein, même pas 30 secondes, sur YourArt, qui est une plateforme que j'ai créée, etc. Une jolie plateforme que vous devriez aller voir. Sur YourArt, donc, il y a, quand vous choisissez une œuvre, vous pouvez connaître son lien avec l'histoire de l'art. Et donc, on vous dit, ben, cette œuvre, elle est inspirée en 1790 déjà. On voyait des traits que je suis sûr que l'artiste en question n'a jamais regardé cette œuvre de 1790, mais il se trouve que ça fait partie de sa culture, de son savoir, et c'est comme ça que c'est restitué. Et même dans des œuvres complètement abstraites, et là j'ai été frappé, je suis un amateur d'art abstrait, je me plonge dans YourArt et je vais interroger Iris, et puis Iris me dit, mais oui, voilà, sous l'âge, on retrouve quelque chose à telle époque, ce grand trait, etc., etc. Donc c'est quand même intéressant de voir que même les plus grands et ceux qui ont fait des vraies ruptures créatives, quelque part, il y a l'histoire qu'ils charrient, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art qu'ils charrient avec eux. Oui, moi je trouve que c'est passionnant et je pense que YourArt, c'est quelque chose d'aussi très très intéressant. J'ai même lu des histoires assez touchantes. J'ai vu par exemple des enfants qui avaient mis une œuvre de leur mère et cette œuvre s'est trouvée achetée par un Américain et la mère qui était en province, en Bretagne, tout à coup, et tout à coup découvre que son œuvre est achetée. Elle n'a même pas idée qu'elle a été présentée. Donc il y a à la fois cet aspect échange, rencontre et puis histoire après. Depuis, il a acheté une deuxième. Ah bah alors de la non, même c'est fou, artiste. Ça devient une collection, vraiment. Juste, je terminerai en disant, pour dire que la publicité, parfois, suscite aussi quelque chose qui peut un peu ressembler à de l'art quand même, et qui marque les mémoires à un point. Moi, je sais pas, je prends Chanel, par exemple, avec Vanessa Paradis. Si on se souvient de cette publicité où elle était dans une cage, oiseau de paradis, je crois que c'était Good. Hein. Non, c'est pas Jean-Paul Good. C'est possible. Il me semble. Il me semble bien. J'ai vu que Chanel aussi faisait appel maintenant à Jean-Pierre Jeunet dans une nouvelle série, etc. Ce sont des choses, c'est quand même très intéressant. Parfois, il y a carrément la publicité suscite des moments d'art, en tout cas des moments qui marquent ensuite la mémoire collective, la mémoire culturelle. Ça, c'est quand même, ça veut dire des liens. Oui, et puis on a des réalisateurs qui viennent de la pub et qui font des grands films, et on a des images de la pub qui sont ensuite pillées par des réalisateurs. Ouais. Donc c'est bien, je t'aime, moi non plus. Et Warhol va reprendre évidemment des images de pub. Et Warhol, évidemment. D'Absolu de vodka aux soupes Campbell, vous imaginez. Oui, Warhol, indiscutablement. Perrier aussi. On le sait moins, mais il a fait du Perrier.
Je dirais, après, Maurice est beaucoup plus au fait que moi, mais je pense que l'IA a commencé, en fait, à créer, à participer à la production de certaines œuvres. Là, je voyais le portrait par le collectif Obvious français, d'Edmond Bellamy, par exemple, qui représente une espèce d'homme, enfin, toute une famille au 19e, où j'ai vu certains artistes américains en général, qui travaillent beaucoup sur les algorithmes, et j'ai l'impression la masse des informations avec des corpus évidemment particuliers qui finissent par qui donnent des œuvres qui sont déjà achetées cher sur le marché, parce que tout ça représente aussi des investissements, des paris, etc. Après, voilà, je ne sais pas, après on peut se demander qui est l'auteur, mais là je vais laisser Maurice sur ce sujet. Non, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet passionnant. On est très loin de l'IA qui pourrait créer, encore que, à Vivatech, il y avait une exposition de quelques œuvres créées entièrement par l'IA. Il y a eu d'ailleurs des ventes qui se sont faites à plusieurs millions, et certaines à quelques dizaines de millions, c'est une folie furieuse, par un ordinateur, et pas NFT, c'est une œuvre physique. Alors les NFT demain, avec l'IA, ça va être, on appuie sur un bouton et on en aura autant qu'on en voudra. Mais il y a effectivement déjà pas mal de choses. Alors, si on est très sérieux sur l'IA, l'IA, aujourd'hui, en est à ses balbutiements. C'est-à-dire que certains, d'ailleurs des spécialistes, et quand on discute avec Yann Lequin ou avec Yoshua Bengio, ils disent on en est un peu au poisson rouge aujourd'hui, ensuite on sera au nourrisson, et dans 10 ans, on sera peut-être avec les connaissances d'un esprit d'un bachelier. Mais l'IA par elle-même. Aujourd'hui, l'IA fonctionne grâce à des données, et à des données absolument considérables qu'elle mâchouille, transforme, etc. Ce qu'on est capable de faire, c'est de manière excellente de l'exécution. Alors là, c'est assez remarquable, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fonctionne franchement très très bien, réduit les coûts de manière assez spectaculaire, et surtout réduit les délais. Et donc on peut agir très très vite et créer quelque chose, en tous les cas l'exécuter. Là où l'IA commence à faire des choses qui sont de l'ordre de la création d'inspiration, c'est-à-dire une espèce de stimuli qui va chatouiller l'esprit du créateur, c'est quand il s'agit de génération d'images, de génération de musique et des choses de ce genre, ou de génération de textes. Et j'ai eu une conversation à Vivatech extrêmement intéressante avec Harlan Coben. Pour ceux qui ne le savent pas, Harlan Coben, c'est celui qui vend le plus au monde, et c'est toujours le numéro 1 des séries sur Netflix. Chaque fois qu'il en sort une nouvelle, elle est numéro 1 dans tous les pays du monde. Et je lui ai demandé un peu comment ça se passait avec l'IA. Alors pour lui, il dit I have to beat. Je dois battre l'IA. Le jour où je suis plus capable de battre l'IA, c'est que mon utilité ne sert plus à rien. Mais l'IA, il la regarde un peu comme un outil qui va stimuler son imagination. Et il s'en sert que comme ça. Pour les images, vous donner quelques exemples de choses que vous pouvez faire très amusantes. Vous prenez la photo de petit chien et vous dites « je le veux à la manière de Basquiat, ou à la manière de Delacroix, ou à la manière de Van Gogh ». Et puis l'IA va vous faire votre photo de petit chien à la manière d'un de ces artistes. Mais ça peut aller un peu plus loin, et c'est ce qu'on est en train de faire depuis aujourd'hui sur YourArt. Merci de me donner la possibilité de vous présenter la nouvelle version de YourArt. Et donc, il y a, avec Iris, un assistant à la création.
Et on dit bien, il ne faut le voir que comme un assistant. La seule chose que fait cet outil, c'est en partant des créations de l'artiste et en mélangeant avec d'autres artistes sans lui dire qui, il provoque un stimuli pour que l'artiste se remette au boulot. Et il lui dit, c'est pas si bien ce que tu fais, voilà, va plus loin, etc. Et c'est donc assez amusant parce qu'il multiplie les images dans tous les domaines en mélangeant les genres. Et les artistes avec lesquels on a travaillé pour mettre au point l'outil sont emballés parce qu'ils disent, bon, on ne fera jamais ça, mais en tous les cas, ça nous ouvre des horizons. Et c'est cela que l'IA fait, ça ouvre des horizons de créativité. Pas plus, aujourd'hui. Oui, voilà. Et ça, c'est très fascinant dans l'IA, le peu d'expérience que j'ai, bien sûr. C'est cette façon de titiller et de poser d'autres questions, comme de l'acculer et de dire mais ça c'est banal, etc. Et maintenant, à la manière de Céline, écris-moi ça à la manière de Céline, etc. Et tout à coup, et alors on va un peu dans l'ailleurs, enfin moi c'était un peu plus en littérature que dans l'art, et on est un peu scotché quand même hein, de voir ce qui est proposé, parce que c'est vraiment le style de Céline, ou c'est vraiment le style de Balzac, c'est vraiment. Et bon, alors c'est là où il y a tout le débat, c'est l'outil ou autre chose que l'outil. Alors, ça, je ne sais pas. Mais par exemple, pour la publicité, ça peut donner des choses. Là, j'ai vu que Coca-Cola, par exemple, faisait des sortes de jingles personnels pour chacun en fonction de la multitude de données que Coca peut avoir. Et vous faisiez un jingle pour vous, par l'IA, comme ça. C'est incroyable, ça. Elle me provoque. Publicis a fait pour ses vœux 100 000 petits films. Horreur, chacun différent, fait par l'IA pour chacun de nos collaborateurs sur la base des informations que les collaborateurs ont données. C'est effrayant. Mais c'est marrant. Oui. C'est marrant. Ils ont été ravis, sûrement. On peut faire des trucs que je n'ai jamais faits, ça heureusement d'ailleurs. Mais je reviens sur quel rôle restera-t-il à la créativité ? Si on regarde l'histoire de la pub depuis que j'ai commencé en 1842 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'en réalité, tous les outils ont changé. C'était d'abord du dessin, ça a été, quand on l'a imprimé, du plomb, etc. Puis c'est passé à la litho, ça a été de la photo, ça a été de la vidéo, du film, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce qui reste, c'est l'humain. Et ce qui reste, c'est l'émotion de l'humain. Quand quelqu'un est capable de transmettre une émotion, ça reste. Et même s'il se sert d'outils, j'ai évoqué rapidement, je crois l'avoir évoqué, le film d'Orange, qui va être le film le plus primé à Cannes, d'après ce qu'on nous dit. Le film d'Orange, c'est quoi ? C'est pour Orange. C'est l'équipe de France masculine qui joue et qui gagne et qui marque des buts. Et puis on s'arrête. Et puis on découvre qu'en réalité c'est l'équipe féminine et qu'on a collé dessus les images des mecs. Et c'est fait de manière absolument remarquable. Et on voit bien, et donc on dit ce qui fait vibrer, c'est pas les bleus, c'est les bleus avec un E. Et donc c'est une idée d'un mec, d'une équipe, et c'est ça qui compte, c'est que l'idée, pour l'instant, est quelque chose qui n'est pas encore produit par l'IA et qui ne sera pas produite par l'IA de sitôt. Parce que l'IA peut mettre en algorithme quelques images, elle peut mettre en algorithme aussi des raisonnements, elle peut difficilement mettre en algorithme, pour l'instant, et dans les 5 ans à venir, des sentiments, des émotions. Sauf dans le film Her, où effectivement, la voix de Scarlett Johansson tourne boule
Joachim Phoenix, et il est paumé, le pauvre vieux. Il faut tout faire pour éduquer les gens. Les protéger, on a l'impression qu'on rentre dans l'infantilisation. Bon, encore que ça dépend, on peut les protéger par rapport à certains messages, mais de manière générale, il faut tout faire pour éduquer, pour que les gens aient leur propre jugement et qu'ils décident en fonction de leur propre libre arbitre. Oui. Moi, je pense exactement la même chose, et je pense que de toute façon, c'est un risque. Enfin, je veux dire, quand vous êtes acheteur, mettons, que ce soit d'une chose modeste ou, enfin, vous prenez de toute façon un risque. Vous pouvez pas protéger. Et puis, on peut pas être protégé de tout. Il faut arrêter d'infantiliser les gens et être dans cette société du care en permanence. Et voilà. Donc, il y a des lois. Elles sont là. L'incitation à la haine. Enfin, on a un corpus quand même de lois bien précis, bien sûr, des règles, etc. Bon, voilà. Après, tout le monde est adulte, on peut prendre son risque. Plus on est éduqué, évidemment, mieux c'est. Et je trouve que la plateforme justement de Maurice peut y contribuer, parce que je pense que les conséquences de l'ignorance, d'une manière générale, sont terribles actuellement. De l'inculture, de l'ignorance, de l'absence de... Voilà, ne pas savoir, et du coup ne pas arriver à juger, du coup ne décider des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Je pense que c'est une tâche infinie. L'art, c'est pour moi une jouissance de l'esprit, des sens, quand on aime quelque chose, et on a vu des gens passer des heures devant des tableaux, relire des textes et à chaque fois trouver une richesse nouvelle. Donc moi je trouve que l'art, c'est ce qui enrichit le plus l'homme, la femme au sens générique du terme, et que c'est vraiment une des choses les plus magnifiques qui ait été inventée pour l'homme. Exactement. Je dirais juste que l'art permet de s'échapper, mais aussi de se trouver. Et je pense on peut être différent, tout simplement, après la lecture de certains livres, après avoir vu certains tableaux. Tout simplement, le regard change, le point de vue. C'est comme tout à coup dans... comment il s'appelle le film avec Robin Williams, là, qui a eu de grands succès, avec les élèves, là... Le cercle des poètes. Le cercle des poètes, excusez-moi. Bon, quand il les fait monter, merci. Quand il les fait monter sur la table, voilà, et que tout à coup il voit l'univers différemment, voilà, c'est à la fois se trouver, être ailleurs, voilà, découvrir l'ailleurs. Merci beaucoup à vous deux. Merci.